C'est pour ça que j'adore faire ces épisodes de mes bricolos, parce qu'on se retrouve toutes les semaines pour discuter des actualités de la création, de l'innovation et du design. Et là, il est en train de se passer quelque chose avec le feuilleton. En fait, ce que je veux dire, c'est que le feuilleton Apple est absolument passionnant avec Apple Intelligence. Enfin, même avant, c'est-à-dire, bon, on sait que l'équipe design, c'était un peu compliqué. Après, il y a eu l'Apple Vision Pro, je n'étais pas convaincu. Après, ils sont arrivés, ils en ont pas vendu beaucoup. Après, je veux dire, comparativement, je veux dire, à ce que fait Apple généralement, quand tu vois les AirPods qui se sont vendus comme du bon petit pain, tu regardes après l'Apple Vision Pro, tu dis que c'était un bide à côté. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, après c'est un objet, voilà, c'est une nouvelle nouveau produit que cherche à mettre en avant Apple, je peux comprendre. Allez, puis après tu as la débâcle de l'Apple Intelligence. C'est quand même, on peut pas juste minimiser ça en disant oui, ils ont raté le coche de l'intelligence artificielle. Vu le taux d'adoption de l'IA, j'ai envie de te dire, c'est pas possible. Et puis maintenant, on se retrouve avec le Liquid Glass, cette nouvelle interface. Et j'en avais parlé à la W juste avant, justement, la keynote d'Apple, en disant c'est un peu une espèce de porte de secours qu'utilise Apple pour faire un petit peu oublier Apple Intelligence en disant vous voyez, on travaille dessus. D'ailleurs, il y a eu une interview qui a été faite où justement on voit les mecs d'Apple essayer de se dépatouiller avec le problème Siri et Apple Intelligence. Mais on voit qu'il y a une espèce de course en avant un peu dispersée. Et là, ce qui se passe, c'est que on a eu la bêta 2 de justement l'iOS 26, c'est-à-dire la nouvelle interface avec Liquid Glass, justement où ils cherchaient à mettre en place correctement Liquid Glass. Après, on a eu la bêta 3 et on s'est rendu compte qu'ils ont fait complètement marche arrière. Et maintenant, on a la bêta 4 et on a le retour de Liquid Glass. Alors, c'est complètement normal quand tu testes des bêtas. C'est normal d'essayer des choses, D'ailleurs, la bêta 4 fonctionne mieux que la bêta 2 comparativement, puisque la bêta 3 avait fait quasiment complètement disparaître Liquid Glass. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que c'est un peu dispersé, ça paraît d'être un peu... en tout cas, ça me donne l'impression d'avoir un côté un petit peu... on court dans tous les sens, on essaye de créer des non-événements pour faire oublier d'autres. Il n'y a pas de vision claire. Voilà, c'est le sujet que j'ai envie d'aborder dans cet épisode de mes bricolos, parce que je suis tombé sur plusieurs vidéos très intéressantes d'analyse. Alors, journalistes, designers graphiques, designers spécialisés dans le user interface et user experience. Et j'ai envie de partager ces vidéos avec vous parce que on sent qu'il y a vraiment un questionnement autour de la stratégie d'Apple, mais autour aussi des choix qui sont faits. Et il y a des professionnels du design, donc des designers graphiques, qui réfléchissent, comme moi je peux le faire dans le domaine du produit, puisque moi je suis designer produit, qui réfléchissent justement à ces orientations, ces choix qui sont pris. Et c'est vraiment passionnant parce que c'est au-delà du côté, c'est intéressant parce qu'on apprend des choses. Il y a il y a une vraie intrigue. Comment ils vont réussir à retomber sur leurs pieds. Quand je parle de comment, c'est Apple, comment ils vont faire pour retomber sur leurs pieds. Parce que là c'est vraiment... l'horizon est assez sombre. Moi, c'est mon impression. Donc, on va découvrir ces vidéos, on va découvrir ces analyses, on va essayer aussi d'avoir un point de vue. Je vais partager mon avis vis-à-vis de ça, justement au regard de ce que j'ai pu découvrir et ce que j'ai pu comprendre de ces vidéos, parce que ça m'a aussi permis un petit peu de modifier mon approche vis-à-vis de ça. Donc, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour découvrir tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. À tout de suite, les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de mes bricolos, épisode numéro 45 de la saison 5. On arrive à la fin de la saison 5, donc là je sais qu'en face de moi, j'ai les bricologistes, les vrais, ceux qui ont pas lâché le morceau, parce que j'ai de moins en moins... ma chaîne fait de plus en plus de vues, mais mes dernières vidéos font de moins en moins de vues, c'est rigolo. Parce que je sais qu'on est en plein été, il fait chaud. Alors apparemment il pleut en France, mais chez nous à Marrakech, je peux vous dire qu'il fait super chaud. Donc voilà, ça me fait très plaisir de vous retrouver. C'est notre petit rituel hebdomadaire. Chaque mercredi à 17h en GMT, je publie un nouvel épisode de mes bricolos. Et dans ces épisodes de mes bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter sur les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Alors, moi, la façon dont cette chaîne, c'est-à-dire les bricolos fonctionnent, c'est
Voilà, l'idée, c'est de se retrouver, de commenter ces actualités à chaud toutes les semaines. Je fais du tourné-monté, je fais pas de montage post-production, montage coupé pour extraire que... Non, j'essaye de délivrer une analyse la plus... brute, authentique possible, et aussi d'évoluer dans cette analyse, puisqu'on se retrouve chaque semaine, il y a des actualités qui sont nouvelles, dont on n'a jamais parlé avant, donc c'est la première fois que vous entendez parler dans ces épisodes, donc on parle de plein de choses, mais aussi il y a des thèmes qui reviennent assez souvent. Je veux dire, il y a eu une époque, je crois que c'était la saison 3, on a beaucoup parlé d'Easy avec Adidas, le espèce de guéguerre qui s'est passé, qui était fascinante entre un créateur et une marque, avec tout ce qui est la politique du design, l'idéologie du design. On en a beaucoup parlé dans ces épisodes de Mes Bricolos, donc il y a des thèmes comme ça. Et aujourd'hui, le thème, vraiment, c'est Apple et ce qui est en train de se passer. Donc l'épisode précédent, là, il y a, je pense sur les 10 derniers épisodes, il y en a au moins 5 où j'ai parlé d'Apple. Parce que ce qui est en train de se passer est fascinant. Et là, dans l'épisode numéro 44, donc celui d'avant, je dis, est-ce que Tim Cook, alors là, j'ai essayé d'être un petit peu, tu vois le genre clickbait, comme ils disent les youtubeurs qui font des centaines de milliers de vues, donc pas moi, donc j'utilise leur langage, tu vois. Le truc clickbait, c'est-à-dire est-ce qu'il va se barrer, mais je le pense vraiment. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est en train de se passer quand tu vois les produits Samsung avec les Galaxy Fold et Flip, quand tu vois par exemple justement Nothing Phone avec la version 3 de leur Nothing Phone qui est vraiment une... Bon, en termes d'approche du design, c'est clivant, mais c'est intéressant. Moi, je trouve ça très intéressant. Il y a une esthétique qui est certes assez déroutante, mais vraiment très intéressant. Et j'ai fait cet épisode en disant, mais Apple, ils en sont où? Parce qu'il y a les autres marques, Samsung clairement se positionne en tant que leader dans l'intégration des nouvelles technologies. Nothing se positionne vraiment en tant que leader dans l'approche du design, ce qui était généralement, ben voilà, le fer de lance d'Apple, c'est-à-dire Apple a toujours été associé au design et à une approche de design assez risquée. Et maintenant, ce ne sont que des produits de qualité, c'est-à-dire que quand tu parles d'Apple, tu dis, bon, bah, le design, il n'est pas super excitant, mais l'assemblage, les matériaux sélectionnés, le produit quand tu l'as dans les mains, c'est vrai. C'est vrai, parce qu'ils ont les moyens de pouvoir le faire, et c'est vrai qu'ils le font très très bien. Mais c'est pas suffisant, et la question, c'est vraiment de se dire, est-ce que Tim Cook, il est pas, tout proche de la porte de sortie, quoi, parce que il n'y a pas de vision claire. Et en fait, mon propos, si vous voulez, la semaine dernière, c'était de dire, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec tous les derniers événements, alors il faut bien comprendre, 2019-2020, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu un gros problème dans le département design, il y a eu des changements qui ont été effectués, où il y a eu des grandes figures du design chez Apple qui sont parties, donc il y a eu une dynamique en interne qui n'est... On peut pas dire qu'elle, voilà, pas vraiment positive. Et à l'époque, je vous avais dit, de toute façon, les répercussions de ce genre de changement dans les hautes sphères des départements design d'Apple va se ressentir 2 à 3 ans après. Et je pense qu'on ressent ce contre-coup aujourd'hui. Parce que ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas, pour moi, et c'est ce que je disais la semaine dernière, il n'y a pas une vision claire. Il n'y a pas un homme fort avec une stratégie qui a du sens, avec une vision et une prise de risque créative qui pousse toute la marque en avant. Ça part dans tous les sens. Apple Intelligence a été une initiative un petit peu solo, dont certains départements n'étaient pas au courant. Enfin, je vous conseille d'aller voir un petit peu pour ceux qui sont passionnés, parce que on sent, en tout cas ce qui est clair, c'est qu'en interne, il y a eu des dissensions, il y a eu des conflits, et ces conflits, on les sent maintenant parce qu'il n'y a pas de direction claire. Quand tout le monde est d'accord et qu'il y a un leader, enfin tout le monde est d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais il y a un leader fort qui impose une stratégie et une vision et qui assume cette stratégie et cette vision, c'est vrai que les équipes se fédèrent autour de cette personne. Et aujourd'hui, Tim Cook, j'ai pas l'impression qu'il fédère, j'ai l'impression qu'il colmate là en ce moment. Il colmate parce que c'est en train de partir dans tous les sens, donc il perd énormément d'énergie. Et pour moi, Liquid Glass, cette espèce d'interface approximative qui a été livrée, est pas vraiment aboutie. Alors à côté de ça, il y a eu des youtubeurs. Alors lui, c'est un journaliste, je ne crois pas qu'il soit du métier, il n'est pas du métier.
Mais il a dit, contrairement à ce que j'expliquais, que mais en fait, vous avez rien compris, vous êtes complètement à côté de la plaque parce que Liquid Glass, en fait, annonce la prochaine stratégie produit d'Apple. Et ce qui n'est pas faux dans l'absolu. C'est-à-dire, on sait que Apple, en tout cas ces marques-là, ils ont des grandes... Enfin, ils font des analyses, si tu veux, de stratégiques, communication, marketing, études sociologiques, économiques. Enfin, les mecs, il y a des grosses analyses qui sont faites, des dossiers qui sont montés autour justement des tendances à venir, comment va évoluer les besoins, les technologies. Donc on regarde ça, se dire, ben voilà, partir vers cette transparence, vers le liquid glass, c'est la dématérialisation du produit, de l'hardware, donc par exemple du téléphone, la dématérialisation, et on va plus vers quelque chose, la lunette connectée, ou des interfaces qui vont être des interfaces totalement transparentes. Et dans la logique de ce youtubeur, Léo Duff, dans la logique de Léo Duff, c'est de dire, donc il nous prépare psychologiquement à ce qui va arriver dans 4-5 ans, finalement. C'est-à-dire la disparition du hardware au profit du software, et un software qui ne va pas être intrusif, qui va être là juste, qui va accompagner l'utilisateur avec des produits où justement, comme il n'y a plus de hardware, on va être dans cette logique de transparence, donc il nous habitue à cette transparence. C'est un peu capillotracté, mais c'est pas forcément faux. C'est pas forcément faux, c'est-à-dire, c'est vrai que il y a une stratégie globale d'ensemble qui justement a pour objectif de familiariser le consommateur avec les produits qui vont venir, avec justement cette stratégie qu'on ne connaît pas, mais qui est justement mis en place et qui a un objectif à 4-5 ans, même plus des fois. Quand on fait du design prospectif, on est à 10-15 ans, j'en ai déjà fait, donc je peux vous dire que c'est vraiment des études, et d'ailleurs c'est intéressant de voir après, a posteriori, est-ce que vraiment on est allé dans ce sens-là ou pas, parce que c'est très risqué, hein, dès qu'on se projette dans le futur, on ne sait jamais vraiment. Tu peux avoir fait toutes les études que tu veux pour analyser l'existant et en essayant de définir les tendances je veux dire, du futur, c'est pas pour autant que tu auras raison. Donc si tu veux, voilà, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que là, il nous raconte, voilà, vous n'avez pas compris la stratégie. Apple fait tout a toujours fait les choses avec justement une vision et une stratégie à long terme, et là, il nous habitue à la transparence. Oui, mais il y a quand même ce problème de lisibilité, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, il y a Basti 100ms qui lui aussi fait des vidéos réactions, mais lui, je crois qu'il passe par une autre plateforme pour faire ses vidéos en direct, et puis après, il les monte et il les met sur sa chaîne YouTube. Je vous conseille de vous abonner. Alors lui, ce qui est intéressant, Basti 100ms, qui reprend la vidéo de Léo Duff, c'est que lui, c'est un designer graphique professionnel. Donc, c'est son domaine d'expertise. Et justement, ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'on le voit un petit peu en conflit. C'est-à-dire, il dit, oui, je comprends ce que tu veux dire, Léo Duff. Cette envie de préparer l'avenir, les produits qui vont être le futur de la marque. Mais tu ne peux pas, dans le réel, Liquid Glass ne peut pas être utilisé en tant que tel. Et c'est là où c'est très intéressant entre un journaliste qui, lui, a une analyse purement, j'allais dire, journalistique, et un designer graphique qui, lui, est dans le réel et qui parle des utilisateurs, c'est-à-dire du quotidien, comme moi quand je fais du design produit. C'est-à-dire, au bout d'un moment, l'utilisateur, si tu fais une chaise qui n'est pas ergonomique, ou tu peux pas t'asseoir dessus et tu te casses la gueule, ou elle est pas confortable, les gens ne vont pas l'acheter. Et lui, ce qu'il est en train de dire, Basti, c'est qu'il te dit, si les mecs, ils arrivent pas, c'est un exercice, c'est un effort pour comprendre l'interface, tu peux faire toutes les contorsions possibles et inimaginables pour me raconter que c'est pour préparer le consommateur au futur, il va lâcher l'interface parce que ça va être tellement inconfortable et tellement pas pratique à utiliser qu'au final, il va se débarrasser du truc, il va partir chez un concurrent. Et il a raison. C'est-à-dire que c'est une prise de risque qui est énorme d'Apple. Si c'est le cas, si Léo Duff, effectivement, dans sa vision journalistique, nous explique que c'est une stratégie, et on en a déjà parlé, je vais vous donner un exemple, dans laquelle une stratégie qu'Apple a adoptée pour conditionner le consommateur à la dématérialisation et à la disparition du hardware au profit du software, ok, mais pas au détriment de l'expérience utilisateur.
Et Basti explique, tu peux me raconter tout ce que tu veux, je ne peux pas adhérer à ton discours dans la mesure où, dans le réel, ça ne fonctionne pas. Il a super raison, c'est hyper intéressant. Et c'est là où je vous dis, c'est pour ça que ces épisodes, c'est bricolo. Alors là, moi, je fais une vidéo réaction de 2 vidéos, la mise en abîme. Mais parce qu'il y a vraiment, et là, ce qui est intéressant, c'est que jusqu'à présent, ces discours étaient la propriété, ces analyses, j'allais dire la propriété de, si tu veux, de journalistes, de gens qui étaient en train de... C'est des commentateurs, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des professionnels maintenant qui se risquent à faire ces vidéos-là, parce que moi aussi, c'est le cas. Hein. Moi, c'est pas forcément intuitif pour moi de parler devant une caméra, j'ai pas l'habitude, c'est pas mon métier, je me répète. Mais maintenant, c'est tellement une passion, la création et le design, c'est tellement une passion pour moi, donc moi plus dans le design produit, mais c'est tellement une passion que des fois je vois des analyses où les mecs me parlent, je vous l'ai déjà dit, hein, de basket, de trucs, de machin, et je dis mais ils racontent n'importe quoi les gars. Donc si tu veux, c'est ça où ça devient intéressant, c'est que là on a des professionnels qui sont là en train de dire non mais attends, Liquid Glass en tant que tel ne peut pas fonctionner. Et moi, je vous avais parlé dans mon domaine d'expertise, je vous avais fait cet épisode, et c'est pour ça que je vous dis, des fois, c'est récurrent, parce qu'on se rend compte qu'un épisode amène un autre épisode, et la problématique Apple, là, depuis plusieurs années, c'est fascinant. De la même saison, donc cette saison 5, l'épisode 10, donc on était au début de la saison, je vous avais dit, erreur de design, point d'exclamation, avec, à l'époque où ils ont sorti le Mac Mini, la nouvelle version du Mac Mini, le bouton allumage qui se retrouvait sous extérieur, c'est-à-dire c'était même pas devant toi, c'est dessous la machine, il faut lever la machine pour allumer la machine et l'éteindre, et en substance je vous conseille d'aller voir. Alors je vous montrais nul avec la fameuse la fameuse souris Apple qui est juste une aberration en termes de design produit. C'est totalement une aberration, et on va revenir sur cet exemple. Mais je vous parlais du Mac Mini en disant, mais en fait, mais non, c'est parfaitement réfléchi, parce qu'aujourd'hui, cette logique d'ergonomie et de fonctionnalité, ils veulent que votre Mac reste allumé tout le temps. C'est-à-dire, il n'est plus besoin, on a des processeurs, il y a une économie d'énergie qui est telle, parce que les nouveaux processeurs consomment quasiment rien, on a une machine qui peut rester allumée 24 heures sur 24, donc le bouton allumage n'est plus une nécessité. Donc aujourd'hui, le déplacer à l'extérieur sous la machine, c'est la volonté, c'est pas une erreur de design d'Apple, c'est la volonté de vous encourager à ne plus éteindre la machine pour que vous puissiez avoir un accès direct, c'est-à-dire un peu comme vous mettez l'Apple Vision Pro sur votre visage, il s'allume tout de suite. Ben là, c'est la même chose. Dès que vous arrivez devant votre ordinateur, vous avez à peine besoin de défleurer votre clavier ou de caresser votre souris pour qu'instantanément l'écran s'allume, et vous êtes tout de suite dans l'univers et dans l'écosystème Apple. Donc, le fait d'éteindre la machine est quelque chose qu'Apple ne veut plus que vous fassiez. À l'époque, c'était comme ça, mais aujourd'hui, ils ne veulent plus. Ils veulent plus de cette action-là. Donc, ils vont faire en sorte de créer une contrainte dans l'utilisation pour vous empêcher de faire cette action. C'est là où on est dans du design d'ergonomie, design d'interaction, design d'ergonomie. C'est vraiment très intéressant dans la logique de design produit. Donc, on sent bien qu'il y a une réflexion de fond. C'est pour ça que Léo Duff a raison. Mais quand on parle de la souris d'Apple, qui est quand même, je veux dire, cette souris, c'était vraiment problématique. Je vous rappelle que pour recharger la souris, il faut soulever la souris, on ne peut plus l'utiliser techniquement, et il faut brancher la souris par derrière. Et depuis, elle n'a jamais été changée. Hein. Elle s'appelle la Magic Mouse, la souris magique. C'est n'importe quoi ce truc-là. C'est en termes de design produit, c'est-à-dire quand on est étudiant en design produit, cet objet est une aberration totale ou pas, parce que si on se met à la place d'Apple, qui lui cherche à faire disparaître, je vous montre, j'ai la MX3 de Logitech. Regardez, il y a plein de boutons, il y a plein de trucs. C'est pas le propos d'Apple. Apple, lui, c'est de faire disparaître toutes ces espèces de verrues sur les ordinateurs, sur la machine et donc sur la souris, pour avoir un objet absolument lisse, parfait. Vous êtes en contact avec cette surface
qui a une certaine forme de pureté. Donc en fait, ils ne veulent pas que vous utilisiez la souris branchée, ce qui peut être fait avec celle-là, c'est-à-dire vous avez l'extrémité où vous avez la possibilité de brancher votre souris, donc vous pouvez vous en servir avec un câble. Apple ne veut pas. Apple ne veut pas qu'il y ait de câbles, qu'il y ait de boutons visibles, ils ne veulent rien du tout. Ils veulent que ce soit des interfaces totalement lisses, et c'est leur propos, c'est leur approche, et ça a toujours été la volonté d'Apple. Donc, on comprend, c'est-à-dire si on comprend la vision et la stratégie d'Apple, on comprend parfaitement pourquoi cette souris doit se brancher de cette façon-là, même si en termes d'utilisation et d'approche de design, c'est une aberration totale. Et c'est là où, si on revient en arrière et qu'on parle de cette discussion et de cet échange entre Bastille et Leo Duff, c'est là où en fait on rentre dans le jeu d'Apple dans le sens qui est celui de dire si Apple l'a fait pour la Magic Mouse, pourquoi elle ne le ferait pas effectivement pour le Liquid Glass? Et parce qu'on voit bien que la Magic Mouse, en termes d'utilisation, en termes de design produit, est une aberration totale. Donc Bastille, toi qui es designer graphique, effectivement c'est une aberration totale, mais si on doit faire une corrélation, mettre en parallèle en termes de design produit, design graphique, la Magic Mouse du Liquid Glass, ça pourrait être justifié et donc Leo Duff aurait raison. Mais moi, je reviens exactement sur ce que je vous ai dit. Si on essaye d'avoir une vision globale, on se rend compte qu'Apple a perdu... si on essaye d'avoir un regard global sur la marque, on se rend compte qu'Apple a perdu cette capacité à nous fédérer autour d'une vision. Plus personne ne porte une vision chez Apple, on ne sait plus à qui se référer. À côté de ça, des marques commencent à s'imposer avec des approches qui sont beaucoup plus séduisantes, en tout cas beaucoup plus affirmées. Séduisante, c'est autre chose. Si on parle de Nothing Phone, il y en a qui vont trouver ça séduisant et d'autres pas. Mais ce que je veux dire, c'est plus affirmé. Et on sent qu'Apple se dilue. Les produits sont de moins en moins intéressants. Donc j'ai envie de dire, Bastille et Leo Duff, vous avez tous les deux raison, mais vous avez tous les deux tort. Et c'est là où... Je ne sais pas si cette réponse, mais c'est là où pour moi, c'est beaucoup plus large que ça. C'est pas nous conditionner aux produits qui vont arriver, la disparition du hardware au profit du software, ou Bastille qui dit oui, mais dans le réel, l'interface utilisateur et la logique graphique, il y a tellement d'erreurs graphiques que si vous voulez, ça peut pas être un produit qu'on va utiliser, ça peut pas être une interface qu'on va utiliser, c'est pas possible. Et à côté de ça, il y a ce designer graphique qui est aussi un designer professionnel. Alors là, c'est pour ceux qui parlent anglais. Le design d'Apple, pourquoi revient-on sans cesse sur ce sujet? Et notamment sur le sujet du liquid glass et de la transparence. Et là, je me suis régalé. Alors lui, il a une touche. Par contre, la seule chose qui me lie à lui, c'est les cheveux un peu longs. Hein. Alors lui, il a une dégaine, il me fait marrer avec ses trucs, sa cheminée et tout ça, ces trucs derrière, je te jure. Mais ce qu'il dit est super intéressant. Il fait une analyse historique sur la transparence, à la fois parce qu'on a oublié, c'est vrai que moi je vous avais parlé de Windows en 2007, de Windows Aero avec la transparence qui n'avait pas du tout fonctionné. Je vous en avais parlé parce que ça bouffait, c'était des ressources système qui étaient consommées, qui étaient terribles, et ça avait fait un bid total. Mais on se souvient d'Aqua, il en a parlé dans sa présentation. Aqua, c'était quand même à l'époque, je parle de ça aussi, c'était dans les milieux des années 2000, quand Steve Jobs est arrivé avec, si vous voulez, une présentation du nouveau système graphique, des nouvelles interfaces graphiques, des différents systèmes d'exploitation. Aqua, il est arrivé avec ce qu'ils avaient appelé à l'époque Aqua, qui était ces bulles d'eau, et il avait dit vous aimerez tellement cette nouvelle interface que vous aurez envie de lécher votre écran.
Et c'est quelque chose que j'avais totalement oublié. Et donc, ce protagoniste nous explique, cette personne nous explique que finalement, ça s'inscrit dans la logique de marque depuis des années et que cette idée de transparence même transcende Apple et c'est quelque chose de profondément humain, de profondément animal chez nous, ce rapport à quelque chose de brillant, une surface un petit peu brillante et qu'on a envie de toucher. C'est viscéral en fait, il explique ça, mais il dit ça rentre dans la stratégie d'Apple. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu fait changer un peu mon regard là-dessus, parce que je me dis, au final, il a raison, c'est-à-dire qu'on est dans une expérimentation vers une nouvelle approche d'interface où on retourne vers sa transparence, mais cette transparence n'a jamais vraiment quitté Apple. Elle a toujours fait partie du langage graphique d'Apple, et même quand on parlait de flat design, il explique que quand iOS 7 est arrivé avec le flat design, c'était pas vraiment du flat design, c'était du layer design avec un jeu de transparence qui n'était pas aussi abouti que le Liquid Glass, parce que les ressources système, encore une fois, étaient problématiques, et que c'est la première fois qu'on a des machines qui peuvent assumer ce genre de physique, c'est-à-dire calcul de la lumière, réflexion, réfraction, hein, c'est ce qu'on voit ici avec la déformation, l'accroche de la lumière. C'est quelque chose dont vous imaginez pas la quantité de ressources qui sont nécessaires. Moi, quand je fais des 3D et j'ai beaucoup de transparence, j'ai mon ordinateur qui monte en température, les processeurs qui tournent, uniquement parce qu'il y a de la transparence. Voilà, et du reflet, de la lumière qui est projetée, voilà, c'est vraiment compliqué. Il dit, pour la première fois, on a une technologie qui permet de le faire, et ce qu'est en train de faire Apple est pionnier dans le domaine. Et c'est vrai que je me dis, peut-être que j'ai pas vu ça, et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une prise de risque chez Apple qui n'avait pas été prévue, parce que quid de l'Apple Intelligence et la volonté absolument de reprendre un petit peu cette image d'une marque qui va vers l'expérimentation, le design. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit l'évolution entre la bêta 2, bêta 3, bêta 4, on sent vraiment qu'il y a une expérimentation, on sent vraiment qu'ils sont en train de chercher quelque chose, et on sent vraiment qu'ils tâtonnent. Donc, pour terminer cet épisode de Mes Bricolos, j'espère qu'il vous a plu, c'est de dire, en gros, en substance, et moi j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires, je ne sais pas combien fait cette vidéo, elle est un peu longue, mais maintenant de toute façon c'est que les vrais bricologistes, où elle fait 26 minutes, c'est que les vrais bricologistes qui regardent cet épisode de Mes Bricolos, donc les gars, force à vous, hein. Et si vous essayez ça la première fois que vous regardez cette vidéo et que vous êtes arrivé jusque là, mais les gars, c'est le moment de cliquer sur le pouce en l'air, la cloche, abonnez-vous, parce que c'est pas possible. Donc en tout cas, je disais j'aimerais bien avoir votre avis, mais voilà, moi ce que je suis en train de penser, c'est de me dire, il y a vraiment un problème de vision et un problème de stratégie chez Apple, j'en suis convaincu. Les mecs essayent de trouver une porte de sortie, et ils pensaient qu'Apple Intelligence était le moyen justement de se remettre, parce qu'ils ont fait du design produit avec Apple Vision Pro, ça n'a pas fonctionné. Ils sont arrivés un petit peu en retard avec Apple Intelligence, et là ça a été la grande gifle, ça a été vraiment très dur pour eux, hein. Je pense que l'année 2024-2025 aura été très compliquée pour Apple, et on se retrouve maintenant avec justement le Liquid Glass, et je pense que peut-être que le Liquid Glass est une porte de sortie qui n'en est pas une, qui est vraiment, c'est-à-dire ils ont avancé leur calendrier, Liquid Glass peut-être n'était pas prévu cette année, il était peut-être retardé, ils n'avaient pas prévu de le sortir si tôt, mais maintenant ils l'ont précipité pour essayer de colmater cette problématique de justement de l'Apple Intelligence, mais je pense que ça peut vraiment changer la donne. Je pense qu'effectivement, s'ils arrivent à faire quelque chose qui ne consomme pas des ressources système, qui ne consomme pas donc trop de batterie, de mémoire, donc trop de batterie, qui arrive à être efficace et à voir l'effet de cette espèce de bulle organique qui est une version ultra améliorée de Aqua qui avait été proposée début des années 2000 par Steve Jobs. C'est vrai que pour le coup, ils peuvent révolutionner l'approche qu'on a de l'interface utilisateur et de l'expérience utilisateur. Donc, c'est à double tranchant. S'ils se foirent là-dessus, encore une fois, j'en reviens à
à cette première analyse qui était de dire Steve Jobs, faudra qu'il parte, mais c'est à double tranchant. Et peut-être que c'est ce qu'on va retrouver aussi. Pour moi, en fait, voilà, ce qui montrerait que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de leur stratégie à long terme et qui va peut-être les sauver dans le sens où ça va peut-être les remettre en première ligne de cette justement de l'innovation, puisqu'ils ne sont plus aujourd'hui, hein, clairement, c'est de voir comment cette esthétique va se retrouver dans les produits. Est-ce que l'iPhone, donc là on va être à la version 17, est-ce que l'iPhone 17, qui va s'appeler maintenant iPhone 26, 2026, un truc comme ça, hein, je crois, il me semble, hein, mais est-ce que l'iPhone 17 va juste lui aussi récupérer cette esthétique, va jouer sur cette transparence, va jouer sur cette lumière dans les matériaux, dans les assemblages? Je suis curieux de voir ça. Donnez-moi votre avis. Je vais vous laisser justement avec les vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche sur la vidéo de la semaine dernière déjà, Tim Cook out, et la vidéo, le 10e épisode là, où je vous parlais justement de l'approche design autour du Mac Mini. Je vais vous laisser avec ces deux vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Et si vous êtes allé juste là et que vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de cliquer sur ma tronche et de vous abonner, les gars. C'est obligatoire. Voilà, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Pslama à tous, peut-être le dernier de la saison. Allez, Pslama, à la semaine prochaine.